Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bonjour à tous. Tac. On vous laisse le temps d'arriver, ça monte petit à petit. Hop. Tac. Bienvenue. Bonjour. Écoutez, bienvenue à cette webconférence sur les différents moyens en fait, de financer son projet d'entreprise. Donc, je suppose que vous avez plein de questions, plein d'interrogations aujourd'hui. Donc moi, je serai en co-animation parce qu'aujourd'hui, ce sera ma collègue, Thaïs Letangue, qui est conseillère, sur Montauban, qui va vous présenter cette webconférence puisqu'elle connaît bien le sujet en tant que conseillère, depuis 3 ans. Donc je te laisse te présenter et puis après je ferai juste un petit topo sur la webconférence. Ça marche. Parfait. Je te remercie. Donc, bonjour encore une fois à tous. Bienvenue. Installez-vous bien pour cette heure et demie qu'on va passer ensemble. Aujourd'hui, vous présenter les possibilités pour financer votre projet d'entreprise. Donc, c'est ma collègue qui va vous détailler un petit peu le sommaire. Et puis, donc, je suis basée à Montauban. Je rayonne sur tout le Tarn-et-Garonne. Donc, je suis assez curieuse de savoir si parmi nous aujourd'hui, il y a des personnes du Tarn-et-Garonne, auquel cas, n'hésitez pas à l'indiquer dans le chat. Je vais être un peu chauvin. Et voilà. Merci Thaïs. Alors donc pour cette webconférence, alors pour ceux qui n'ont jamais utilisé ClickMeeting, vous voyez à votre droite, vous avez un chat, donc n'hésitez pas à y poser vos questions. Moi, j'essaierai pendant que Thaïs, présente le sujet, de répondre et quand j'ai pas la réponse, bah, je transmettrai les questions, à Thaïs. N'hésitez pas aussi à vous répondre parce que je sais que certains ont parfois réponse, aux questions d'autres, donc n'hésitez pas. Je reconnais certains nombres de personnes qui viennent, régulièrement à nos webconférences. Pendant la webconférence, je vais essayer de pousser des liens, de sites internet, d'informations. Je vais essayer d'épingler des messages et cetera pour que ça soit le plus vivant possible. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et Thaïs, oui, on a des personnes qui sont nées dans le Dans le Lot-et-Garonne. Lot-et-Garonne, eh ben, je suis originaire du Lot-et-Garonne, donc oui, je connais très bien le Lot-et-Garonne. Effectivement, c'est à côté du Tarn-et-Garonne. On a toute la métropole, Bordeaux, la Somme, Ah, on a toute France, hein, finalement. On a 77, tout... à Seine-et-Marne, mon fief. Alors, bah, écoutez, je vais vous hop, alors ce qu'on va aborder aujourd'hui, bon, on va vous présenter ce que c'est l'ADI. Il y en a qui connaissent, certains qui ne connaissent pas. Pourquoi est-ce qu'il faut chercher des financements? Ensuite, bah, comment on prépare un rendez-vous chez un financier et pas forcément que l'ADI? Ensuite, bah, faire la différence entre fonds propres, apports et subventions et enfin, bah, vous expliquer un peu ce que c'est le microcrédit, à l'ADI et puis je laisse la main à Thaïs, pour la suite. Merci. Donc, on va commencer par vous présenter un petit peu l'ADI. Certains ont déjà sûrement assisté à d'autres webconférences où on a déjà présenté l'ADI, mais pour les nouveaux qui nous rejoignent sur celle-ci, on va commencer par vous présenter l'ADI. J'anticipe juste une question que j'ai vue dans le chat, si tu me le permets. Oui. Le support ne sera pas envoyé. Donc, si vous avez besoin d'informations maintenant, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat. On essaiera d'y répondre, les questions les plus généralistes. Hein. Et s'il y a d'autres questions, on pourra aussi répondre à l'oral si jamais. Voilà. Mais le support ne sera pas envoyé, je le précise dès maintenant. Ah oui, et je précise aussi, en fait, il y aura un replay qui sera disponible à l'issue de la webconférence. Je vais vous envoyer un email avec tous les liens essentiels liés au financement, à l'ADI, et notamment en fait le lien de notre chaîne YouTube. Et en fait, d'ici sûrement dans la journée ou demain, vous aurez accès au replay sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas. Et puis en fait, il y a d'autres webconférences, d'autres sujets. Donc n'hésitez pas si vous êtes curieux pour les visionner. Je te relaisse la main. Merci. Donc l'ADI, pour vous faire une présentation assez succincte, l'ADI est une association qui existe depuis 35 ans cette année, qui a été fondée par Maria Novak, la pionnière du microcrédit en France, de manière générale dans les pays occidentaux. L'ADI est une association privée reconnue d'utilité publique
Et qu'est-ce que défend l'ADI? Quelle valeur défend cette association? Nous défendons l'idée que chacun, même sans avoir un capital, même sans avoir le bon diplôme, la bonne expérience, peut devenir entrepreneur s'il a accès au crédit et s'il a accès à un accompagnement professionnel, personnalisé, le tout fondé sur la confiance, la solidarité et la responsabilité de l'association et des entrepreneurs qu'on accompagne. L'ADI, depuis 35 ans, elle s'est pas mal étendue. On est présent sur tout le territoire métropolitain, mais aussi et fortement aux Outre-mer. On compte 800 salariés, 1200 bénévoles, quasiment 200 agences et quasiment 400 permanences, ce qui nous permet d'avoir une agence minimum par département, hormis quelques départements vraiment en zone rurale où il y a seulement des permanences, pour être au plus proche de vous et faire en tout cas que si la mobilité est un frein à votre projet, nous puissions quand même être suffisamment proches pour que ce ne soit plus un problème. Les grandes missions de l'ADI, aujourd'hui, on va s'intéresser au volet de l'entrepreneuriat. C'est ce qui vous intéresse aujourd'hui avec votre inscription sur cette webconférence. 3 grandes missions de l'ADI. Conseiller, financer les entrepreneurs, les personnes qui sont encore au stade de la création, mais aussi les entrepreneurs qui sont déjà en activité et qui ont un besoin de se développer, un besoin ponctuel d'accompagnement, de financement. Accompagner donc les entrepreneurs avant leur création, pendant, à l'étape du financement, mais aussi et surtout après leur création. Parce qu'on crée son entreprise, on peut avoir été accompagné sur son idée, sur la construction, la structuration de son projet, et puis on s'y matricule. Et puis, on avait un prévisionnel, on avait prévu beaucoup de choses, mais dans la vie, il y a toujours des imprévus. On ne peut pas tout prévoir et c'est important de vous faire accompagner après la création pour ne pas être seul déjà, pour ne pas se sentir isolé, pour pouvoir partager votre quotidien, vos réussites, mais aussi vos problématiques, quelles qu'elles soient, pour vous assurer en fait la pérennité, le développement de votre entreprise. Troisième mission, qui est plutôt portée par le siège de l'association, c'est de promouvoir le droit à l'initiative économique pour tous, puisque l'ADI, en fait, c'est l'association pour le droit à l'initiative économique. Maintenant que je vous ai présenté l'ADI dans les grandes lignes, on va rentrer dans le cœur du sujet et s'interroger sur pourquoi chercher des financements lorsqu'on crée ou lorsqu'on développe son entreprise. Tout simplement parce que lorsqu'on va avoir son idée, on va la construire petit à petit, elle va aboutir sur un projet et on peut se retrouver avec un besoin de financement pour concrétiser notre projet, un besoin de financement qu'on peut combler parfois avec de l'apport, avec de l'épargne, mais parfois on n'a pas suffisamment ou surtout on se dit que ce serait dommage de placer toute son épargne, son filet de sécurité dans le projet et si jamais ça se passe pas comme on l'avait prévu, d'être rapidement mis en difficulté. On a tendance à dire qu'on emprunte quand ça va bien, puisque quand notre situation financière est assez qualitative, c'est plus facile d'emprunter. C'est vrai. Lorsqu'on a de l'apport, lorsqu'on a des relevés de compte sans découvert, sans frais, etc., c'est un peu plus facile, notamment de solliciter un prêt bancaire, par exemple. Et puis, ça permet aussi d'avoir plus de facilité, mais aussi d'avoir de meilleures conditions d'emprunt, puisque le taux des banques va être notamment basé sur votre capacité de remboursement et sur la situation, votre profil en fait de risque. Anticiper ses investissements et surtout anticiper ses besoins en trésorerie, c'est important. C'est très souvent, je parle d'expérience sous-estimée, notamment sur la trésorerie. C'est important donc de les anticiper, de pouvoir préparer, améliorer au maximum sa situation financière lorsqu'on en a la possibilité pour que lorsqu'on va se tourner vers l'établissement de crédit de son choix, on puisse quand même avoir de bonnes conditions et essayer de faciliter l'acceptation de ce dossier. On peut emprunter à la création de son entreprise aussi pour combler un manque de trésorerie. On peut avoir suffisamment d'épargne de côté pour pouvoir financer son matériel, etc., mais aussi choisir de déléguer à un emprunt bancaire ou autre le financement de son stock, de son matériel et de garder son épargne pour financer la partie trésorerie
qui est, on le verra un petit peu plus tard, une dépense qui est assez compliquée à faire financer par les banques. Et ça permet également d'anticiper son fonds de roulement. On emprunte quand ça va bien parce que c'est plus facile de se faire financer en anticipation que pendant un trou de trésorerie. À la création, on part sur un projet qui est plus ou moins construit avec un business plan, son étude de marché, son prévisionnel, parfois sans, mais on part d'un projet où on a des projections positives sur le projet que vous portez. Vous avez une idée, vous avez un projet. Si vous souhaitez que ça aboutisse sur une entreprise, c'est parce que vous pensez que c'est une bonne idée, que c'est un beau projet qui défend vos valeurs et surtout qui peut se trouver une place parmi l'économie locale dans laquelle vous êtes. Donc, c'est plus, entre guillemets, facile, selon sa situation, encore une fois, initiale, de pouvoir convaincre un interlocuteur financier de la qualité de son projet. Une fois qu'on est lancé, ce qui va parler, c'est toujours votre projet en lui-même, mais c'est également les chiffres que vous avez réalisés. Et lorsqu'on a hyper bien cartonné dès le démarrage et que tout se passe bien, c'est assez simple de pouvoir se faire financer sur un développement. Lorsqu'à l'inverse, parce qu'on a mal anticipé ces investissements, mal temporalisés, on n'a pas calculé la trésorerie adéquate ou on a eu un imprévu, c'est assez compliqué de se faire financer par la suite lorsque vous arrivez devant un interlocuteur et que vous lui dites là, c'est parce qu'en fait, j'ai un trou de trésorerie. Puisque l'établissement financier qui va vous accompagner, lui, derrière, son intérêt est d'assurer le bon remboursement de la somme qu'il va vous prêter. Donc, vous risquez soit d'essuyer des refus, soit d'avoir des conditions d'emprunt qui ne sont pas optimales et qui l'auraient peut-être mieux été si vous aviez emprunté au stade de la création. Alors, on a une question de Juanita, Oui. qui nous dit qu'en fait, elle n'a pas accès au crédit classique et en fait, elle avait fait une demande de microcrédit à l'ADI et ça avait été refusé. Et en fait, elle demandait quelles étaient les alternatives aujourd'hui. Ok. Alors, Juanita, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on va refuser une demande de financement à l'ADI, effectivement, le crédit classique ne sera pas envisageable puisqu'on va avoir des critères d'éligibilité qui sont quand même un peu plus souples. Ce qui serait intéressant, c'est de faire le pont avec le conseiller ou la conseillère qui vous a reçu, de savoir les motifs de refus de votre dossier, si c'est par rapport à votre projet, par rapport à votre situation financière, et d'essayer de voir dans un premier temps si vous pouvez travailler sur ces motifs-là de refus pour essayer de repasser votre dossier en acceptation par la commission. Il faut savoir que vous pouvez avoir votre dossier qui sera refusé une fois, il ne sera pas refusé tous les jours. Peut-être qu'en travaillant sur les motifs de refus, en refaisant une nouvelle demande, en apportant de nouveaux éléments plus qualitatifs qui répondent aux conditions de la commission, vous pouvez trouver un accord avec l'ADI. Si jamais, en fonction des motifs de refus évoqués, ce n'est pas possible, il y a d'autres structures qui existent. On va le détailler un petit peu après, d'autres moyens de financement. Il y a l'ADI, mais il y en a d'autres. Pour en citer juste que quelques-unes, il y a le réseau Initiative France, donc, qui rayonne sur tout le pays. Il y a aussi France Active. Et localement, il y a aussi des associations qui font aussi du microcrédit. Ok, merci beaucoup. Alors, on a juste une autre question aussi, parce que là, je ne suis pas sûre de moi, mais doit-on passer obligatoirement par une agence du département de résidence ou de domiciliation de l'entreprise ou cela n'a pas d'incidence? Ça, je ne sais pas. Alors, c'est pas obligatoire. Si par exemple vous avez eu contact avec un conseiller sur un autre département, mais que vous avez apprécié la qualité de son travail ou de vos échanges, vous pouvez totalement demander à travailler avec ce conseiller-là. Généralement, par simplicité et par connaissance aussi du territoire, c'est plus facile de gérer les dossiers du département en question, puisqu'on va avoir une meilleure connaissance du tissu économique local et aussi des aides complémentaires à ce que pourrait vous proposer l'ADI. Donc, c'est pas obligatoire, mais disons que c'est ce qu'on fait dans le plus généralement, finalement. Sachez que c'est aussi possible de vous mettre en relation avec un conseiller et suite à un déménagement ou peut-être un changement de domiciliation de l'entreprise, etc., l'ADI étant national, les process sont les mêmes à l'échelle nationale et un conseiller d'un département peut tout à fait transférer votre dossier sur un autre département pour assurer la continuité des services. Alors, on a une autre question aussi. À quoi concrètement correspond un manque de trésorerie? Si peut-être des exemples. Oui, bien sûr. Alors,
Je dirais que un exemple le plus facile que je peux rencontrer assez souvent, c'est lorsque on crée son entreprise pour la première fois, on est primo-entrepreneur et on travaille avec des professionnels, par exemple. Donc, c'est la première fois de notre vie qu'on va travailler avec des entreprises. On va faire du B2B. Ces entreprises-là, il faut savoir que c'est pas comme les particuliers, ils ne paieront pas forcément comptant. Lorsque je travaille avec des particuliers, je vends une prestation, un article, la personne me règle directement, parfois avant, en fonction d'un acompte ou autre, mais je suis payée à la fin de la prestation. Donc, l'argent va rentrer directement assez rapidement. Par contre, lorsque je vais travailler avec des entreprises, notamment dans le bâtiment, les délais de paiement, comme on a avec ses fournisseurs ou avec sa clientèle professionnelle, on peut avoir des délais à la fin du mois, à 60 jours. Ça veut dire que vous allez avancer peut-être du matériel, avancer des dépenses de carburant, peu importe, des dépenses en tout genre, peut-être des salaires de collaborateurs, etc. Et vous allez vous faire payer, mais vous n'allez pas vous faire payer tout de suite. Et si vous ne l'avez pas anticipé, vous allez avoir un trou dans votre trésorerie, puisque vous allez sortir de l'argent va rentrer, mais il ne rentre pas maintenant. Sauf que les dépenses continuent à se prélever sur votre compte, vous continuez à faire des dépenses, et dans ces cas-là, vous allez aller puiser dans votre trésorerie. Merci. Alors, on va peut-être continuer. J'essaye de répondre aussi aux questions dans le chat. Pas de souci. Je reprends la main, n'hésitez pas si vous avez des questions, on m'arrêtera à nouveau. Donc, j'avais terminé sur cette slide. Je passe à la suivante. Justement, on parle de financement, mais concrètement, financement, on parle de quel type d'investissement? On va avoir 3 catégories principales. Pour du matériel, immatériel et ce qu'on appelle variable. Le matériel, c'est généralement ce que les banques vont financer ou d'autres structures telles que l'AGEFIP, par exemple, pour les personnes qui bénéficient d'une reconnaissance travailleur handicapé, l'AGEFIP qui peut être un interlocuteur, vont venir financer du matériel, des choses en fait concrètes qu'on peut toucher. C'est simple, c'est comme définition, ça peut être un véhicule, que ce soit un utilitaire ou un véhicule citadin pour les agents commerciaux, par exemple. Ça peut être des machines, de l'outillage, ça peut être aussi les dépenses afférentes à la prise d'un local. Tout ça, ce sont des dépenses qui sont qui sont peut-être plus faciles à faire financer. De l'ordre de l'immatériel, on va considérer plutôt des flux. Généralement, ça va être, par exemple, de l'apport ou les fonds propres qui vont permettre de faire face à ces dépenses immatérielles. Notamment la trésorerie dont je parlais tout à l'heure, trésorerie qui est une dépense, mais finalement pas une dépense, c'est une réserve en fait d'argent. Et c'est pourquoi c'est plus compliqué de se la faire financer, de se l'intégrer dans un plan de financement au niveau de la banque. Si je le rapporte, peut-être qu'on a des propriétaires sur la visio, c'est un petit peu comme quand vous faites un achat immobilier. On va vous demander de l'apport pour assurer un petit peu la banque et payer les quelques frais initiaux. C'est-à-dire que la trésorerie, c'est ce qui va servir aussi à montrer que vous avez de l'apport dans votre projet, vous participez financièrement à votre projet et en même temps, cette somme n'est pas réellement dépensée, mais vient en tampon pour assurer que vous avez professionnellement une petite enveloppe en cas d'imprévu, en cas de coup dur. Autre que la trésorerie, ça peut être pour les assurances, ça peut être pour des frais, par exemple d'ouverture de société, des frais pour faire un prévisionnel, pour publier au registre officiel son statut, etc., etc. Ça peut être aussi les consommables. Variable, c'est le plus complexe à se faire financer. Variable, c'est, on va dire, des dépenses qui sont importantes dans votre entreprise, mais qui ne sont pas en fait vitales pour son fonctionnement, entre guillemets vitales pour son fonctionnement, et surtout qui vont avoir un montant complètement variable. Des choses que vous allez essayer de prévoir, mais qui en fait seront peut-être un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus. Voilà, variable. Ça peut être son stock, prévoir son stock en fonction de la clientèle qu'on pense réaliser dans le mois, tous les 2 mois, etc. Ça peut être pour se faire financer un site internet ou les logiciels associés de gestion,
Par exemple, un logiciel pour gérer sa comptabilité, sa paie, ses devis, ses factures, etc. Et c'est aussi sa communication, en fonction de ce que vous pensez mettre en place pour la communication de votre entreprise. Si vous pensez la sous-traiter, si vous pensez prendre un abonnement sur une plateforme pour avoir plus de visibilité, etc., etc. Donc, on a vu que finalement, qu'il y avait plusieurs types de financement et que chaque financement va avec un besoin, puisque l'interlocuteur ne sera pas forcément le même, en tout cas l'interlocuteur attendu. On parlait de l'apport tout à l'heure. On peut avoir cet apport, on peut ne pas l'avoir, ou on peut avoir une partie de cet apport. Comment renforcer ses fonds propres? Il faut savoir qu'il y a 3 possibilités pour renforcer ses fonds propres. Pour les investissements, 2 possibilités, l'emprunt bancaire dont je parle depuis tout à l'heure, mais aussi le microcrédit avec l'ADI. Mais le microcrédit est aussi possible avec d'autres structures. Tous ces éléments-là, je passe puisqu'on va les détailler bien en détail juste après. Alors, j'ai une question, assez complexe, je ne sais pas si tu auras la réponse, mais Oui, la personne nous dit: «Je cherche à contracter un prêt privé avec oui. garantie hypothécaire sur un bien immobilier pour un apport en fonds propres dans une SAS et une augmentation de capital. Savez-vous où je peux m'adresser?» J'ai pas envie de dire de bêtises, mais automatiquement, je penserai déjà à la banque où Mmh. vous avez souscrit l'emprunt immobilier. De faire le point avec eux et sûrement que cet établissement pourra vous orienter vers des interlocuteurs avec lesquels ils travaillent. Moi, je pense qu'il faut demander le contact plutôt à votre conseiller, pour le coup. Merci Thaïs. Alors, en fait, c'est parce qu'on a eu une question aussi sur le garant. J'ai expliqué qu'en fait, ça ne pouvait pas être le conjoint. Oui, Voilà, donc en fait, pourquoi pas le conjoint? Parce que, bah, vous vivez sous le même toit, vous avez vos revenus, en fait, sont souvent, liés, sans forcément que vous ayez un compte commun, mais je ne sais pas s'il y a d'autres raisons, la raison principale sur le conjoint, c'est que nous, et on va le préciser plus tard, à l'ADI, on a la condition d'avoir un garant qui se porte caution sur la moitié de la somme empruntée. C'est comme dans le cadre d'un loyer, finalement, vous avez un garant qui s'engage par écrit, dans le cas où vous ne payez pas votre emprunt, votre loyer, à régulariser à votre place en cas de coup dur. Généralement, on évite au maximum de prendre le conjoint, puisque lorsque l'entreprise rencontre un coup dur, la personne va voir ses revenus diminuer. Forcément que le conjoint, qui fait partie du même foyer géographique et fiscal, va se retrouver déjà à compenser un petit peu plus les charges du quotidien. Peut-être payer une partie plus importante du loyer ou du prix immobilier, prendre le relais sur le paiement des courses, sur les dépenses liées aux enfants, en attendant que l'entreprise se relance. Rajouter en plus de ça la charge du crédit que vous ferez avec l'ADI ou avec un autre organisme, ça ferait un petit peu beaucoup et on a vu, on a eu de mauvais retours d'expérience sur en fait l'entreprise qui va pas bien. Dans le ménage, c'est compliqué et ça rajoutait une charge supplémentaire sur la relation entre les concubins, quoi. Donc, on essaye d'éviter au maximum les personnes qui sont dans le même foyer. Par contre, j'ai déjà eu le cas, un conjoint qui a sa propre source de revenus, mais également n'habite pas au sein du même foyer, typiquement des personnes qui n'habitent pas ensemble. Là, dans ces cas-là, c'est possible d'envisager de prendre le conjoint comme caution, puisque leurs revenus, enfin leurs ressources, mais aussi leurs charges sont complètement dissociées. merci beaucoup pour les précisions. Alors, on a une autre question aussi de Christian. Un préavis est-il un argument favorable vers une seconde étape du type réseau initiative? Alors, il faut savoir, il faut savoir que à l'ADI, nous finançons un public qui n'est pas finançable par une banque. Le réseau Initiative travaille avec les banques en cofinancement, eux venant apporter sous forme de prêt d'honneur une partie d'apport, en tout cas sera considérée comme telle par la banque, pour permettre de faciliter et d'avoir de meilleures conditions d'emprunt auprès d'une banque.
À l'ADI, la particularité, c'est que nous ne faisons pas de cofinancement bancaire. Donc, pour le coup, selon les départements où vous résidez, un cofinancement entre l'ADI et Initiative peut être possible. Ou Initiative a considéré que l'ADI jouerait le rôle de la banque et donc Initiative va venir gonfler votre apport ou apporter de l'apport si vous n'en aviez pas à l'origine et l'ADI vient apporter le complément dans les plafonds maximum d'intervention que l'on a. Mais par contre, si c'est plutôt de penser se constituer un apport par le biais du microcrédit à l'ADI pour ensuite demander un accompagnement et un financement avec le réseau Initiative et une banque, là, dans ces cas-là, ce n'est pas possible. Merci. Alors, je fais une petite précision parce qu'on a pas mal de questions sur le taux d'intérêt, etc. On va revenir dessus plutôt à la fin, quand on va parler un peu du microcrédit à la disque. C'est vrai qu'il y a pas mal de questions sur pourquoi c'est 9,87, pourquoi c'est aussi haut selon nos participants. On va revenir dessus et on reviendra aussi sur le garant et notamment aussi le dépôt de garantie. Oui, là, on essaye de fonctionner Ouais. en entonnoir. Je fais les généralités et puis on s'intéressera tout à fait à la fin sur le microcrédit à 10 spécifiquement. Voilà. Je te relaisse la main. Ça marche, merci. Donc, je continue. Je parlais à l'instant justement des plafonds d'intervention de l'ADI. Il faut savoir qu'en fonction de la nature donc de votre besoin financier, l'interlocuteur n'est pas le même, mais c'est en plus de la nature le montant du financement dont vous avez besoin qui peut aussi déterminer l'interlocuteur dont vous allez avoir besoin. Généralement, les banques n'interviennent pas en dessous d'une certaine somme. Tout simplement puisque les dossiers bancaires sont assez longs, complexes à monter et qu'un conseiller va passer le même temps à monter un dossier pour un projet à 1 million d'euros que pour un projet à 2 000 euros. Et que derrière, l'encours n'étant pas le même, ce sera plus intéressant pour lui de consacrer ce temps-là vers des projets à plus forte valeur ajoutée pour la banque. Donc, généralement, les montants qui sont inférieurs à 5 000 euros, où on est vraiment sur soit des micro-projets, soit on a différé un maximum d'investissement et on démarre en minimisant, on va dire, le risque financier, on va avoir tendance plutôt à s'orienter vers des organismes de microcrédit tels que l'ADI et à solliciter aussi les prêts d'honneur en complément pour gonfler son apport ou avoir de l'apport. Entre 5 000 et 20 000, c'est à la fois possible de se tourner vers le microcrédit, mais c'est aussi possible de demander un emprunt bancaire. Même si en dessous de 20 000, ça peut être assez compliqué d'intéresser une banque avec votre demande de financement. Et on peut toujours demander du prêt d'honneur. Pour les demandes de financement qui sont supérieures, enfin les plans de financement qui seraient supérieurs à 20 000 euros, là par contre, ce sera plutôt de la banque. De la banque seule ou alors de la banque appuyé par un réseau de garantie bancaire comme France Active, appuyé comme un réseau de prêts d'honneur comme réseau Entreprendre, appuyé par un réseau de prêts d'honneur autres comme le réseau Initiative. Mais dans ces cas-là, on sera plutôt sur un cofinancement bancaire puisque le microcrédit, comme son nom l'indique, est un micro, donc petit crédit. Et la Banque de France a des plafonds, nous pose chaque année un plafond maximum d'intervention de financement. Donc, au-delà de 20 000 euros, le microcrédit n'est pas possible. Depuis tout à l'heure, je parle de l'apport. Donc, lorsque j'ai un apport, on va dire que les portes du possible s'ouvrent. Lorsque j'ai un apport, je peux faire une demande à une banque. C'est pas dit qu'elle soit acceptée, mais en tout cas, j'ai levé la condition actuellement, c'est 20 à 30% pour information d'apport que va demander une banque pour vous suivre sur un projet. J'ai un apport, je peux aussi faire une levée de fonds, je peux aussi demander un prêt d'honneur. Même si j'ai de l'apport, j'ai le droit d'avoir un prêt d'honneur en complément. Et je peux aussi tout à fait envisager de faire un microcrédit, comme on l'a vu, selon la nature de votre projet et les plafonds d'intervention. Si j'ai pas d'apport, le microcrédit est aussi possible. À l'ADI, nous n'exigeons pas automatiquement un apport. Je peux aussi demander à avoir un prêt d'honneur pour justement avoir un apport. Et je peux aussi envisager de faire une levée de fonds. Par contre, je ne pourrais pas faire de demande en banque ou alors il y a de très faibles probabilités
que mon dossier ne soit même pas étudié et qu'on me demande de revenir une fois que j'aurai réuni la somme demandée. Sur les étapes de l'entreprise, tout à l'heure, donc, on a parlé création-développement. Ces deux situations donnent lieu, en fonction de tout ce qu'on a vu précédemment, à l'emprunt bancaire, le prêt d'honneur, la levée de fonds, le microcrédit. On a aussi, et on le voit à l'ADI, une autre possibilité, c'est de tester son activité. Je teste mon activité comment? Je teste mon activité, parfois il y a des personnes qui démarrent d'abord de manière informelle, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas immatriculées, pour voir si leur idée, un produit, peut trouver sa place sur le marché et envisager de s'immatriculer dans un deuxième temps. Mais je teste mon activité, c'est aussi la possibilité, une possibilité qui n'est pas forcément très connue, de pouvoir démarrer en coopérative ou en couveuse. Qu'est-ce que c'est une coopérative / couveuse? Les deux ont pour mission de vous accompagner sur votre projet pour vous permettre de démarrer votre activité, de vous concentrer sur votre cœur de métier, donc déléguer un petit peu la gestion de l'entreprise. Voilà. Vous n'avez pas votre propre numéro sirène, puisque vous allez travailler sous couvert de celui de la couveuse ou de la coopérative, mais vous allez être accompagné, formé progressivement, pour avoir le temps de développer votre clientèle, pour ensuite, au bout d'un an, 2 ans ou 3 ans, envisager soit de démarrer votre activité et d'ouvrir votre structure, soit de décider que l'activité ne marche pas assez ou que finalement ça ne vous convient pas ce rythme-là, et dans ces cas-là, de demander la sortie de la couveuse sans avoir de démarche à faire pour cesser votre activité, puisque vous n'étiez pas immatriculé. Dans ces cas-là, lorsqu'on teste son activité, nous n'avons pas donc de numéro sirène, nous n'avons pas le droit au prêt professionnel. Dans ces cas-là, un emprunt bancaire à titre professionnel n'est pas envisageable. Une levée de fonds est possible, le microcrédit aussi. Alors, on a des questions, j'essaie de répondre aussi en cours de route quand je peux. Il y a Fabrice qui nous demande: «Est-ce que le financement est à titre personnel ou pour la société créée, si c'est une société par exemple? Car pour le réseau initiative, c'est à titre personnel». Alors je ne sais pas après Oui. Fabrice, si vous parlez de l'ADI ou d'un autre organisme, mais Oui, l'ADI ou tous les autres réseaux quasiment que j'ai cités tout à l'heure, ça va être du prêt personnel, c'est-à-dire sur la tête du dirigeant. Tout simplement, puisque derrière, ça va être considéré comme un apport pour la société, apport venant du dirigeant. À l'ADI particulièrement, le microcrédit est un microcrédit personnel à fin professionnelle. Donc, on a résumé en microcrédit professionnel, mais c'est bien sur l'emprunt est bien personnel et non, c'est pas l'entreprise qui contracte. Pour raison entreprendre, le prêt d'honneur, je crois que c'est jusqu'à 50 000. Le prêt d'honneur, pareil, c'est effectivement sur la personne et non sur l'entreprise. Mais généralement, les prêts d'honneur sont sur le dirigeant et non l'entreprise. alors justement, en parlant de prêt d'honneur, en fait, on a eu plusieurs questions. En fait, certains n'ont pas trop compris ce que c'était. Oui, alors prêt d'honneur, pardon. Vocabulaire, voilà, j'utilise mon petit vocabulaire, mais effectivement, le prêt d'honneur, en fait, c'est un prêt à taux zéro. C'est-à-dire que c'est un prêt sans intérêt. C'est pour ça que ça va être comptabilisé comme un apport pour vous. Donc, il n'y a pas de frais. Ok, alors je regarde en même temps. Nanana. Ok, après je reprends, je te laisse continuer, je réponds. Ça marche, pas de souci. Les points de vigilance, même si j'en ai parlé un petit peu tout au long de cette deuxième rubrique, point de vigilance, ne pas minimiser son besoin. Très souvent, il est sous-évalué et effectivement, c'est compliqué de prévoir absolument toutes les dépenses, d'où l'importance de comptabiliser de la trésorerie. Ne pas investir jusqu'à ses dernières économies dans son projet, toujours se garder un filet de sécurité. Essayer de réfléchir en minimum optimum. Lorsqu'on va vouloir démarrer, on aimerait bien avoir du matériel neuf, faire la déco comme on l'a imaginé, etc., etc. Parfois, ça va avoir un coût qui est assez important, qui peut être vite rentabilisé en fonction de votre secteur d'activité, mais qui parfois peut mettre du temps à se rentabiliser, voire ne pas être rentabilisé. L'idéal, c'est donc de partir de ce qu'on aimerait avoir, in fine, de ce qu'on peut avoir,
maintenant, avec ses moyens, avec ses possibilités, trouver un équilibre et essayer de temporaliser au maximum et de différer peut-être parfois certains investissements. Commencer avec peut-être du matériel d'occasion, commencer dans un local plus petit, de se dire que c'est pas une finalité en soi, mais qu'à l'heure actuelle, c'est mieux que rien, mais surtout ça vous permet en fait de pouvoir tester l'activité, de vous rendre peut-être compte que peut-être un local plus grand, c'était pas forcément utile et du coup vous restez sur un local plus petit, de vous rendre compte que effectivement c'est une dépense indispensable et peut-être que ça va avoir une répercussion sur vos prix, de réfléchir à tout ça, de se dire au minimum il me faut ça pour démarrer, j'ai pas le choix sinon je peux pas. Au maximum, j'aimerais bien avoir ça. Ma situation me permet et de temporaliser au maximum, en fait, de faire des étapes sur le développement de votre entreprise. Le minimum optimum, lorsque vous allez rencontrer un conseiller ADI, généralement, on va discuter avec vous de votre projet et une fois qu'on a bien dégrossi le projet, on va s'intéresser à votre situation financière et on pourra aussi vous guider à ce moment-là, vous apporter en fait un éclairage sur vos possibilités à l'heure actuelle quant à la réalisation de votre projet. Et donc, si on ne peut pas répondre à son besoin de financement, donc différer le projet ou réévaluer ses besoins. Parfois, on peut avoir envie depuis un moment, on se dit que c'est le bon moment et un imprévu, quelque chose fait que si on se lance maintenant là tout de suite, peut-être que le moment n'est pas optimum et pour le coup, on risque juste de démarrer, d'avoir beaucoup de difficultés, de cesser sans avoir pu bien exploiter son idée, d'avoir des regrets, etc. Des fois, repousser de quelques mois le projet pour mieux l'anticiper, mieux le préparer, parfois c'est aussi une solution pour avancer sur son projet. Alors, je t'interromps juste, en fait, on a pas mal de questions sur les couveuses, justement, certains, ils savent pas comment s'orienter vers des couveuses, parfois ils tournent un peu en rond, on les oriente pas, donc je sais pas si toi tu connais un petit peu? Oui, alors donc je vais parler spécifiquement de mon territoire qui est le Tarn-et-Garonne pour le coup, parce que c'est celui que je maîtrise le mieux, mais je ne doute pas que ça puisse se répliquer sur d'autres départements. Tarn-et-Garonne, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est dans le sud-ouest, pas très loin de Toulouse. C'est un département assez rural quand même. Donc il y a trois couveuses sur le département qui sont portées par des structures. Par exemple, la boutique de gestion, la BGE, je ne sais pas si certains connaissent, qui est un organisme d'accompagnement, de consolidation de l'idée et du projet, souvent a une couveuse. En tout cas, sur le département, ils ont une couveuse. Ça peut être une piste à explorer. Parfois, il y a aussi des municipalités, enfin plutôt des communautés de communes ou une région qui peut aussi proposer un dispositif de couveuse. Pareil pour les coopératives, c'est souvent porté par des structures autres. Le plus simple étant de taper sur votre navigateur couveuse entreprise et le code de votre département, par exemple 82 pour moi, et de regarder ce qui ressort. Et dernière précision, parfois les couveuses ou les coopératives, surtout les coopératives, peuvent être assez spécialisées, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent proposer par exemple qu'un seul type d'activité ou à l'inverse proposer une multitude d'activités mais en exclure certaines. Puisque vu que c'est elle qui va vous couvrir, notamment au niveau des assurances, vu que vous allez parler, en fait, utiliser son numéro de sirène, donc parler entre guillemets en son nom, il y a certaines activités en fonction des contrats qu'elle a, qu'elle ne pourra pas assurer. Tout ce qui va être sous couvert de décennale dans le bâtiment ou par exemple tout ce qui va être lié à la formation professionnelle aussi, ça peut être des activités qui sont compliquées à placer sous couveuse ou sous coopérative et dans ces cas-là, il vaut mieux se tourner vers une couveuse ou une coopérative spécialisée. Dernière précision sur les couveuses coopératives. Sur le Tarn-et-Garonne, on en a une par exemple qui s'appelle Ozon, mais qui rayonne aussi sur une partie du Lot, du Lot-et-Garonne et de l'Aveyron. Donc parfois, il peut ne pas y en avoir une dans votre département, en tout cas dont le siège social n'est pas dans votre département, mais qui peut en fait rayonner sur votre département. Donc n'hésitez pas aussi à regarder dans les départements limitrophes au vôtre. Merci beaucoup pour les précisions. Je te laisse continuer. Ça marche. Je présente la rubrique, ce sera peut-être mieux. Donc, préparer son rendez-vous chez un financeur. Généralement, en fonction du financeur que vous allez avoir en face de vous, on va attendre plus ou moins de détails.
sur une demande de financement à 200 000 euros ou à 2 000 euros, le niveau de détail n'est pas le même attendu. Mais généralement, on va dire qu'il y a 3 objectifs en fait que va avoir le financeur lorsqu'il essaye de comprendre la nature financière de votre projet. D'abord, vérifier la rentabilité de votre projet grâce à un compte de résultat ou un prévisionnel. Compte de résultat si vous êtes déjà en activité, prévisionnel si on est sur une création ou un développement d'activité. Concrètement, la rentabilité du projet, c'est de se dire, est-ce que l'entreprise, est-ce que le dirigeant va gagner de l'argent? Est-ce que je vais gagner de l'argent? C'est ça la rentabilité du projet. Chiffrer ses besoins au démarrage. Ça va être le second objectif pour voir si, de un, vous êtes venu vers nous, est-ce qu'on peut bien répondre à votre demande? Est-ce qu'on n'est pas dans nos plafonds de maximum d'intervention? Est-ce qu'on les dépasse? Est-ce qu'on est dedans? Mais surtout être sûr que vous avez comptabilisé tout ce qu'il vous fallait pour bien démarrer. Pour ça, on va regarder votre plan de financement. Troisième objectif, qui va rejoindre la rentabilité du projet, c'est de prévoir les entrées et les sorties d'argent chaque mois grâce au plan de trésorerie. Tout à l'heure, je parlais de la question, vais-je gagner de l'argent? On l'espère, toujours, voilà. On l'espère si vous lancez votre entreprise, qu'elle soit pérenne, viable et que vous puissiez vous rémunérer comme il faut. Et quand vous venez nous voir, très souvent, la réponse est oui, puisque sinon, vous ne viendrez pas nous voir. Mais là où il y a une problématique que je vois à chaque fois, c'est que c'est oui, mais quand je pose la question, je dis donc c'est quand? Là, on ne sait pas me répondre. Et c'est vrai que le plan de trésorerie, c'est peut-être l'outil qu'on pense le moins à mettre en place, mais qui va être très important pour votre financeur, mais aussi très important pour vous. Tout à l'heure, quelqu'un me posait la question du trou de trésorerie, qu'est-ce que c'est? J'y ai répondu, et justement, le plan de trésorerie va permettre d'anticiper par rapport aux conditions de paiement que vous avez données à vos clients, que vous avez auprès de vos fournisseurs, des dépenses que vous avez prévues, des investissements pour votre entreprise. Ça va permettre en fait d'anticiper au maximum votre trésorerie, donc le montant dont vous allez avoir besoin, le temps qu'il faut pour être rentable. Parfois, une entreprise, oui, elle va l'être rentable. Et c'est pas parfois, c'est souvent d'ailleurs. Elle va l'être rentable. Mais peut-être qu'elle ne le sera que dans 3 mois. Et c'est bien déjà d'être rentable à 3 mois. C'est très bien, attention. Mais ça veut dire que pendant 3 mois, toutes les dépenses fixes, c'est-à-dire celles qui tombent tous les mois, peu importe mon niveau d'activité, mais aussi les dépenses variables, celles qui sont en fonction de mon chiffre d'affaires, pendant 3 mois, elles vont tomber. Et même si je vais faire des ventes, ces ventes ne seront pas suffisantes pour couvrir toutes mes charges. Dans ces cas-là, je vais devoir faire une avance avec ma trésorerie, que plus tard, une fois que je serai rentable, je reconstituerai. Mais si je n'ai pas prévu ces 3 mois, je me tire une balle dans le pied direct au démarrage. Parce que je n'ai pas démarré, que ça commence à fonctionner, mais qu'en fait, je dois sortir plus d'argent qu'il ne me rentre, je ne l'avais pas prévu. Et petit à petit, je rentre dans un cercle assez compliqué parce que je vais me mettre à mal pour renouveler mon stock, par exemple. Pour l'investissement que j'avais prévu de faire dans 2 mois pour une nouvelle machine que j'avais annoncée à mes clients et j'ai de la demande. Parfois, j'ai des personnes qui viennent me voir avec des devis, dans le bâtiment principalement, des devis, peut-être ils ont 25 000 euros de chantier qui vont rentrer. Sauf qu'ils ont des devis contresignés, ils doivent démarrer d'autres chantiers, c'est bien, ils ont de l'activité, cependant, ils sont en mal parce qu'ils n'ont pas prévu assez de trésorerie pour pouvoir financer le matériel pour attaquer les nouveaux chantiers. Parce que le chantier en cours, avec son autre client, ne lui a pas été payé encore. Vous voyez? Donc, à la fois pour le financeur, mais aussi pour vous, le plan de trésorerie, ça va être extrêmement important. Et si je le relie au côté personnel, tout simplement, c'est comme lorsqu'on fait son épargne, généralement par exemple pour Noël, où on va se dire, bon, peut-être octobre, novembre, décembre, va falloir que je prévoie les cadeaux de Noël. J'anticipe qu'avec ma rémunération, avec mon salaire, avec mes ressources, il va falloir que j'anticipe que sur ces 3 mois, je vais peut-être avoir un petit peu plus de sortie d'argent parce que Noël arrive, je vais faire des cadeaux. Si je l'ai anticipé, tout se passe bien. Si je ne l'ai pas anticipé, dans ces cas-là, si mes ressources sont assez limitées, je ne l'ai pas anticipé, ça peut me mettre à mal. C'est exactement pareil au niveau professionnel. Donc, ces 3 outils-là, le prévisionnel ou compte de résultat, le plan de financement, le plan de trésorerie, c'est quelque chose qui va vous être demandé par la banque. C'est quelque chose qui va vous être demandé par certains organismes autres que la banque, par exemple le réseau Initiative.
Ça peut être des outils que vous allez apporter par vous-même parce que vous avez sous-traité auprès d'un comptable ou parce que vous l'avez fait vous-même. Ça peut être aussi l'occasion, lorsque vous allez par exemple voir Réseau Initiative, voir l'ADI ou autre, de vous faire accompagner pour créer justement ces outils-là qui vous serviront pour votre entreprise et qui vous serviront pour monter votre demande de financement. Les clés du financement bancaire. Ce dont je parlais tout à l'heure, l'apport minimum, bon, je passe dessus, je pense que j'en ai assez parlé. Autre chose qui est assez intéressant, donc, elle a dit, ma collègue l'a évoqué tout à l'heure, on y reviendra, le taux est fixe. Au niveau des banques, le taux n'est pas fixe et va être fonction de plein de variables, de plein de composantes, notamment la nature de, de votre projet, le chiffre d'affaires escompté, le secteur d'activité, j'en passe et des meilleurs, mais aussi votre situation financière. En fonction, comme pour l'emprunt immobilier, comme pour tout, on va vous remettre une offre de prêt avec un taux défini et des conditions aussi d'emprunt qui vont différer d'une banque à l'autre. Mettre en concurrence plusieurs banques, ça peut permettre d'avoir la possibilité de négocier un prêt à un taux plus intéressant ou alors des conditions d'emprunt plus intéressantes. Un exemple tout bête, lorsque vous allez vouloir peut-être faire des remboursements en anticipé, si vous n'aviez pas de clause prévue dans votre contrat spécifique, on va vous demander parfois de verser une somme pour avoir le droit de faire des remboursements anticipés. Parfois, ça va vous être refusé aussi. Vous êtes engagé sur une durée, elle ne bougera pas. Donc, mettre en concurrence les banques, ça permet de négocier toutes ces petites conditions aussi là, en plus du taux. Il faut savoir qu'au niveau des prêts pro, en ce moment, on peut avoir un taux, quand on a un dossier en béton armé, on peut avoir un taux dans les 2-3%. Alors là, il faut avoir un beau patrimoine personnel, mais aussi professionnel. Mais ça peut aller parfois jusqu'à 15-20% pour des profils qui sont plus risqués. Plus la banque va juger votre profil, c'est-à-dire professionnel et personnel risqué, plus votre taux va être important. Diversifier les sources de financement aussi, ça peut être une astuce, puisque le prêt d'honneur dont je parlais tout à l'heure est un prêt à taux zéro, et donc permet de réduire le coût de l'emprunt. Si vous avez 10 000 euros en prêt bancaire, le taux s'applique aux 10 000 euros. Si vous avez 7 000 euros en prêt bancaire, 3 000 en prêt à taux zéro, le coût d'emprunt sera forcément moindre. C'est aussi possible de créer un pool bancaire, c'est-à-dire que plusieurs banques partenaires vont venir s'associer sur un même plan de financement. Pour vous, ça permet d'avoir un pied dans chaque banque et pas les œufs au même endroit. Et pour les banques, ça permet aussi de partager le risque sur un dossier. Dernière clé, obtenir une garantie bancaire. Nous, à l'ADI, on demande un garant physique. Les banques vont vous demander une garantie bancaire, moyennant un coût qui peut être assez important. Des organismes existent, comme par exemple France Active, Paris Initiative Entreprise, etc., pour vous permettre d'avoir une garantie bancaire à moindre frais. Attention, ces réseaux-là ont aussi, comme l'ADI et comme d'autres, leurs conditions propres, leur liste d'exclusion, etc. France Active a tendance à soutenir les initiatives plutôt portées sur l'ESS, l'économie sociale et solidaire, des projets portés par de jeunes entrepreneurs, par des femmes, voilà, plutôt ce genre de public-là. Mais dans tous les cas, ça peut être intéressant pour vous de vous rapprocher d'un réseau. Et si ce réseau-là ne peut pas intervenir pour vous, il sera à même de vous renseigner sur les interlocuteurs locaux vraiment qui pourront vous appuyer. Alors, je réponds aux questions en même temps, c'est pour ça que je suis assez silencieuse pour le moment. Je marque une petite pause parce que je me dis que là, on a peut-être des questions. Ouais, j'essaie de... Alors, oui, parce qu'en fait, il y avait des questions notamment sur les comptes pro. Et oui. C'est ce que j'ai expliqué, ça va dépendre du statut juridique choisir, mais en tout cas, si on est sous le régime de la micro, en fait, c'est pas obligatoire. Il y a des règles à respecter. Si vous dépassez en fait 10 000 euros de chiffre d'affaires sur les 2 dernières années consécutivement, là, vous devez avoir un autre compte que votre compte personnel, mais c'est pas obligatoirement un compte pro. Tout à fait. Ça, je l'ai expliqué. Si vous regardez dans le chat, j'ai vraiment détaillé. Après, je ne connais pas tous les autres statuts juridiques, mais je suppose que si on est en société, il y a des comptes pro obligatoires. Ouais. C'est compte pro obligatoire. Et puis, c'est pas obligatoire le compte pro, effectivement, dans tout ce que tu disais. Après, attention,
en fonction de la nature de votre activité. Si vous souhaitez avoir un TPE, par exemple, avec votre banque, pas forcément le SUMUP, etc., mais vraiment un TPE, un vrai TPE, sans compte pro derrière, ça va être extrêmement compliqué d'en avoir un. Donc, très bien. Et alors, je regarde les autres questions. Ah oui, quelqu'un nous demande, pour revenir sur le sujet précédent, quelle est la différence entre la couveuse et le contrat d'appui au projet d'entreprise? On va dire que la couveuse, c'est vraiment plutôt l'idée. C'est vraiment plutôt l'idée et l'accompagnement va être plus renforcé. Alors que sur la coopérative, on est déjà au stade du projet. Je ne sais pas si tout le monde fait la distinction entre idée et projet, donc je vais peut-être détailler un peu. L'idée, c'est j'aimerais bien vendre quelque chose pour les animaux, par exemple, ou j'aimerais bien vendre des accessoires pour les animaux. Voilà, ça c'est mon idée. C'est pas un projet. Le projet, ça va être de dire, je pars de cette idée-là et je vais vendre tel article, à tel prix, pour telle personne. Je vais vendre par Internet, je vais vendre sur les marchés. Ça, c'est le projet. Donc, la coopérative, en fait, va vous prendre vraiment plutôt sur le projet. En tout cas, c'est comme ça sur mon territoire. Va vous prendre sur le projet et va vraiment vous déléguer sur l'administratif et la comptabilité pour vous laisser vous concentrer sur le cœur de métier. Cœur de métier, la conception, la commercialisation de vos produits. Moyennant un coût, bien évidemment, parce qu'il faut faire fonctionner la coopérative. La couveuse, je crois qu'au bout de 2 ans, il faut sortir et c'est pas prévu que vous restiez. La coopérative, en fonction du statut, c'est une SCOP, pas une SCOP, etc. Vous pouvez choisir de rester dans la coopérative en rachetant les parts et donc de devenir membre en fait de la coopérative, même membre gérant. Ou c'est aussi possible de sortir de la coopérative complètement et dans ces cas-là d'ouvrir soit en micro-entreprise, soit en société, soit peu importe son entreprise. Poursuivre son activité de manière complètement détachée de la coopérative. Merci beaucoup. Je fais juste une aparté aussi sur les comptes bancaires pro. Julien disait aussi en fait, c'est parce que certains disent que c'est cher. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir un compte pro chez une banque traditionnelle. Il y a aussi les banques en ligne où vous pouvez avoir des tarifs intéressants et il y a par exemple Shine, Conto et Julien Berger disait aussi Boursorama. Donc Oui. renseignez-vous. Tout à fait. Sur les comptes pro, actualité, ma French Bank, n'ouvrez pas de compte puisque ça ferme. C'était une banque en ligne, une filiale de la Poste, donc voilà, ma French Bank, c'est pas la peine, ça va fermer, vous allez fermer le compte dans quelques jours. Shine, nouvellement, propose pour toutes les personnes qui ont une activité ambulante ou prennent de l'espèce en paiement, vous pouvez maintenant déposer l'espèce pour que ce soit crédité sur votre compte. Parce que la complexité avec les banques en ligne, c'est un petit peu moins cher en fonction des options que vous prenez qu'une banque traditionnelle, mais c'est une banque en ligne. Voilà, donc ça aussi, sa contrainte-là. Shine, je crois, est dorénavant la seule, parce que personne ne le faisait avant, à pouvoir traiter les paiements espèces. Donc, pour toutes les personnes qui travailleraient sur les marchés ou autres, ça peut être peut-être une banque un peu plus appropriée à l'heure actuelle, tant que les choses n'évoluent pas. Très bon à savoir. Je regarde. Des questions sur la compta et les factures. C'est eux qui s'occupent de la comptabilité et des factures et les factures et l'administration, c'est bien vrai. Alors je ne sais pas de qui vous parlez, Amal, mais Alors coopérative, oui, couveuse aussi finalement. Mais pour parler de la coopérative que je maîtrise un petit peu mieux, effectivement, la personne travaillant sous couvert du numéro sirène de la coopérative, c'est la coopérative qui va s'occuper du devis, des factures et qui va vous permettre d'avoir le statut de salarié, va vous faire des fiches de paie. Vous pouvez toucher l'argent que vous avez, je vais y arriver, l'argent de votre entreprise, voilà, dont la coopérative va en avoir la gestion, mais vous pouvez aussi choisir de la laisser en fonds de trésorerie. Mais en tout cas, c'est la coopérative qui régulièrement fait le point avec vous. Généralement, vous propose aussi des ateliers en parallèle de cette délégation et va gérer tout le back-office, en fait, finalement, de votre entreprise. merci beaucoup. Je pense qu'on peut continuer. On est à jour dans les questions. Ça marche. Je reprends la main. Donc, on était, pour rappel, sur les clés du financement bancaire et sur les risques pour un emprunt bancaire.
Donc, les banques, je pense que je vais rien apprendre à personne, ont un modèle économique qui font qu'elles veulent se faire rembourser l'argent et grâce au taux d'intérêt, ça va leur permettre de dégager un peu de bénéfices. Donc, les projets risqués, la banque, elle n'aime pas forcément. Et donc, elle va vous demander, si elle le juge trop risqué, elle va vous demander d'avoir une garantie plus solide, d'avoir plus d'apports, ou peut-être elle vous dira tout simplement non. Les projets risqués, ça peut être en fait des projets qui vont être jugés trop audacieux ou trop innovants, où la banque n'aura pas forcément assez de recul pour savoir si le marché sera réceptif à votre idée. Ça peut être aussi des projets qui présentent un plan de financement déséquilibré. Typiquement, j'ai déjà eu le cas de quelqu'un qui m'a amené son prévisionnel où sur 3 ans, elle sortait en perte, avec une perte de plus en plus conséquente. Forcément, c'est un peu compliqué de suivre sur un plan de financement comme ça, puisqu'on sait que la personne prévoit en fait de perdre de l'argent. Donc, on va le retravailler. Ça peut être aussi des projets qui sont portés par plusieurs créateurs qui n'ont pas l'expérience souhaitée par la banque. Comme je disais, pas le bon diplôme, pas la bonne expérience. Ceux qui réunissent pas suffisamment de fonds propres, pas d'apport, et ceux qui ne répondent pas aux besoins du marché. S'il y a déjà 10 coiffeurs dans votre ville et que la banque estime qu'un 11e, c'est de trop, même si votre salon aurait été peut-être le plus beau, le plus accueillant et que vous avez un vrai savoir-faire, la banque peut vous dire non parce qu'elle se dit que vous n'aurez pas la clientèle qui va suivre derrière et que l'argent qu'elle vous a prêté, elle ne pourra pas le récupérer. Se lancer sans apport, c'est possible et on va avoir une petite vidéo pour le prouver. Alors, on va lancer la vidéo. Hop. Est-ce que vous voyez la vidéo dans le chat? Enfin, le petit encart avec la vidéo. Ouais. Ok, bah écoutez, je vous propose qu'on lance dans ce cas-là. C'est parti. Je n'avais pas d'argent, j'ai réussi. Je suis entrepreneur et fière de l'être. Au début, on se dit que c'est mission impossible. C'est normal de se dire ça, parce qu'on se dit tout ce qui est communication, marketing, tout ce qui est logistique aussi. Donc on se dit mais il y a besoin d'énormément d'argent. Ce qu'on oublie aussi, c'est qu'il y a aussi besoin d'argent pour nous en tant qu'entrepreneurs pour vivre. Et ça, c'est vraiment un des plus gros freins que nous on a eu. En fait, on peut dépasser ça, toujours par la recherche d'informations. Il y a énormément de structures pour aider. Et c'est possible. Nous, on a regardé beaucoup du côté des concours, mais c'est vrai qu'il ne faut pas passer trop de temps sur les concours, ça prend beaucoup de temps, il y a beaucoup de gens qui participent. Donc on a regardé du côté de l'ADI qui propose des microcrédits pour entreprendre. Nous, c'était vraiment un crédit qui nous a beaucoup aidé, qui nous aide encore actuellement. Et sinon, il y a des subventions de la région, il y a d'autres prêts aussi via la BPI, selon la taille en fait, de l'activité. Il y a énormément de choses et qui sont adaptées à tout type d'entreprise. Je pense que vraiment, il faut aller chercher de l'information, il faut se renseigner, il faut parler de son projet et on va entendre parler vraiment de beaucoup d'aides. On a tous quelque chose de plus qu'on peut ajouter à notre entreprise. Et ce qu'on m'a appris ici, c'est qu'il faut ajouter de son ADN. Moi, par exemple, j'avais pas d'argent, mais j'avais du réseau, je connaissais pas mal de gens qui travaillaient dans divers domaines. Ça, j'en ai profité. Donc, j'ai des amis qui nous ont créé notre logo, d'autres qui nous ont aidés pour le site internet, d'autres qui nous ont aidés par rapport à la compta au début. Il y a toujours la possibilité d'avoir un atout en plus pour faire prospérer l'entreprise. Donc, à partir du moment où nous, on y croit, on arrive en fait à faire en sorte que les gens y croient aussi et nous aident. Quand on est un peu malin, qu'on réfléchit un peu, je pense qu'on peut s'en sortir. Notre plus belle réussite, là en ce moment on organise pas mal d'ateliers sur diverses thématiques et on a organisé un atelier avec des enfants et ça s'est très bien passé. Et actuellement c'est vraiment l'atelier qui est un peu notre vitrine et qui permet en fait de nous faire connaître. Et donc là après on fait quoi? Les enfants étaient hyper contents et voir en fait qu'ils apprennent des choses, c'est hyper important et nous en fait on est super contentes de continuer notre activité. Voilà, alors s'il y a certaines personnes qui n'ont pas vu la vidéo, je vous ai mis le lien dans le chat parce que parfois il peut y avoir des bugs, notamment si vous êtes sur mobile. Hop. Et alors, le petit bug. Voilà, pardon. Alors, j'ai réouvert le micro, j'espère que ça fonctionne bien.
Oui, oui, ça fonctionne. Super. Donc on a vu, dans la vidéo, madame a parlé de plusieurs, modes de financement qu'elle a couplés et là, on va vraiment rentrer dans le détail justement, de ce dont on parle depuis le début. Donc on parle de levée de fonds, je crois qu'on a parlé aussi de Love Money à un moment donné et cetera et cetera. Crowdfunding, dont Love Money, ce qui vous permet, de trouver une solution de financement hors de tous les établissements, financiers. Souvent sans forcément de contrepartie. Crowdfunding, attention, il peut y en avoir, mais c'est basé sur votre propre volonté. Ça permet en fait, ces trois solutions, de trouver une somme rapidement, sans frais, et surtout de vous créer une communauté, peut-être une future clientèle. Le crowdfunding sur des plateformes type Ulule, où il y en a plein, c'est des plateformes qui vous permettent en fait de présenter votre projet, votre entreprise, un développement d'activité et de dire bon ben voilà, moi j'aimerais proposer maintenant cette prestation, proposer ce produit, vendre à tel endroit, mais pour ça, j'ai besoin de temps pour financer ça. Un petit peu comme si vous passiez un plan de financement. Et en fait, les personnes, donc vous allez avoir une campagne en fait de levée de fonds, et donc des personnes vont vous apporter un soutien financier, soit parce qu'en fait ils se reconnaissent dans les valeurs de votre marque, soit parce que les produits les intéressent, soit parce que en fait vous habitez pas très loin et du coup il aimerait bien voir ce que ça donne en vrai. En fait, peu importe les raisons, mais il peut en fait contribuer financièrement à votre besoin, et en échange soit vous n'offrez rien du tout, soit, et souvent c'est ce qui se passe, vous offrez par exemple la possibilité de tester votre produit en avant-première, ou vous offrez peut-être des goodies ou des choses comme ça. Et ça a deux avantages finalement, c'est que ça vous permet à la fois de faire un relais peut-être de vos réseaux sociaux, de faire découvrir votre marque, votre site, etc., vos produits, et ça vous permet aussi du coup de lever des fonds. Donc les campagnes de crowdfunding, ça marche pas forcément. Je peux pas vous dire que demain tout le monde va vous donner des sous, mais ça peut être quelque chose à tester. Puis ça vous fait la main sur votre discours, sur votre pitch, et de voir aussi si votre produit intéresse ou pas finalement. Parce que si vous avez super bien communiqué dessus, que tout le monde allait voir votre campagne, mais que personne ne vous a donné de fonds, c'est peut-être que le produit, le service ne convient pas. À l'inverse, si vous avez très peu de personnes qui sont allées voir la campagne, mais que vous avez réussi à lever des fonds, là, ça veut dire qu'il y a un réel intérêt pour le coup, et que par contre, la communication n'est pas hyper bien. Par contre, le crowdfunding, donc ça a ses avantages de ça, mais ça ne peut être qu'un complément. C'est extrêmement rare qu'une campagne de crowdfunding puisse tout financer de A à Z. Parce que les montants qu'on demande, on ne peut pas exagérer sur les montants qu'on demande. Vous ne pourrez pas avoir 100 000 euros de crowdfunding, ou alors c'est que vraiment les gens sont généreux et ont beaucoup d'argent. La Love Money, par les proches, vos amis, votre famille, parce qu'en fait finalement c'est les premiers qui sont au courant et qui vont être convaincus par votre projet. Parce que vous en parlez autour de vous, parce que ça vous anime, parce que vous en parlez avec une étincelle dans les yeux, et petit à petit, en fait, vos proches, ils vont être convaincus de votre idée et ils vont vouloir vous soutenir. Et ça permet de rassurer d'autres investisseurs ou des financeurs. Typiquement, à l'ADI, on parle de caution, on n'accepte pas le conjoint, mais on accepte totalement les membres de la famille, et c'est même quelque chose qu'on va valoriser dans le dossier. Quelqu'un qui est soutenu par ses proches est important, parce que ça nous permet de voir que la personne a su parler de son idée, de son projet. C'est pas facile d'en parler à ses proches parce qu'on va être jugé, donc c'est pas facile. En a parlé, surtout, est soutenu. Et pour des personnes qui sont seules, des micro-entrepreneurs, des entrepreneurs individuels, on sait que même si c'est pas l'entourage professionnel, l'entourage familial, amical est là, et qu'en cas de coup dur, moralement, vous serez pas seul. Et surtout, assez intéressant, c'est que il y a une exonération en fait sur les droits de mutation, sur les dons familiaux de sommes d'argent. Ça marche pour la création d'entreprise, mais même tout court, concrètement. Tous les 15 ans, en fait, si un membre de la famille veut vous filer un petit peu de sous, un petit peu, je m'entends, 500, 1000 euros, 15 000 euros même, en fait, il n'y a pas de frais, il n'y a pas de droit de mutation, mais jusqu'à occurrence de 31 865 tous les 15 ans. Donc, ça veut dire que la personne qui vous fait le don, elle peut le défiscaliser de son avis d'imposition.
sans qu'il y ait de frais particuliers. Donc, ça peut aussi se voir comme ça, une avance sur héritage pour financer votre projet. Les prêts entre particuliers, ça existe aussi, avec ou sans intérêt. Et c'est aussi possible, en fonction du statut que vous envisagez, de penser ouvrir en fait votre capital dès le démarrage ou par la suite. Le capital de votre société, vous allez le constituer lorsque vous allez déposer le capital social en banque. Vous allez avoir, en fonction si vous êtes tout seul ou à plusieurs, un certain nombre de parts. C'est aussi possible de vendre une partie de ces parts en échange d'un financement d'un investisseur. C'est bien parce que du coup, vous ne serez plus tout seul, vous aurez un associé, un investisseur, mais attention, il faut s'associer avec la bonne personne. Faites très attention à ça. Quelqu'un qui va être complémentaire, qui a les mêmes attentes que vous par rapport à l'évolution du projet et surtout avec qui le relationnel passe bien. Alors, on a une question. Quid du don d'entreprise défiscalisé? Est-ce que ça te dit? Alors, c'est pas forcément pour l'entreprise, mais disons que ça peut en fait rentrer pour financer votre projet d'entreprise. Si vos parents souhaitent, vous ont jamais fait de dons en 15 ans, en tout cas pas fiscalement, souhaitent vous verser 31 865 € pour vous aider dans votre projet, c'est possible et ils peuvent le défiscaliser sans qu'il y ait de droit de mutation. Merci beaucoup pour la précision. Par contre, 31 866, il y en a un. Ah bah écoute, on est à jour à peu près, je revérifie. Donc, ouais. C'est tout bon, on peut continuer. Super. Les prêts d'honneur, donc les fameux prêts à taux zéro. Faut savoir que les prêts d'honneur, les conditions d'octroi diffèrent d'un prêt d'honneur à l'autre et en fonction de la structure qui le propose. Les prêts d'honneur existent depuis relativement pas mal d'années, mais en fait, chaque année, ce sont de nouveaux prêts d'honneur et d'autres plus anciens qui s'arrêtent. Donc, les critères, en fait, sont assez évolutifs et vont dépendre des volontés un petit peu gouvernementales. En tout cas, au niveau des régions, très souvent, il y a du prêt d'honneur, donc du prêt à taux zéro, porté par les régions. C'est souvent pour soutenir le même type de projet, c'est-à-dire des projets soit innovants, soit à impact territorial ou éco-responsable, soit à l'inverse, des projets qui viennent soutenir un savoir-faire traditionnel. Très souvent, quasiment toutes les régions, ça va être ces trois thématiques-là qui ressortent le plus actuellement. Ça peut être aussi sur des secteurs d'activité, par exemple le tourisme, qui a des dispositifs particuliers. Et Initiative France, qui, pareil, a différents types de prêts d'honneur. Enfin, peut mettre à disposition différents types de prêts d'honneur. Les prêts d'honneur qui sont portés par BPI France et que... alors, il y a deux choses qui se détachent. Les prêts d'honneur BPI France, qui s'appelle donc le prêt d'honneur solidaire, c'est un prêt d'honneur sur les fonds de BPI qui passe en souscription par l'accompagnement d'une structure. Typiquement, à l'ADI, nous avons un agrément pour pouvoir proposer le PHS, le prêt d'honneur solidaire de la BPI. Concrètement, si je fais simple, une personne qui vient me voir qui est éligible à ce prêt d'honneur-là, elle aura d'un côté un microcrédit ADI et de l'autre un prêt d'honneur solidaire avec la BPI. Mais c'est l'ADI qui va s'occuper pour elle de monter tout le dossier administratif et de faire la saisie qui est, croyez-le-moi, extrêmement compliquée sur la plateforme. Mais la personne va recevoir les fonds de BPI et rembourser BPI. Deuxième distinction, les prêts d'honneur à l'ADI. Donc, actuellement, il y en a deux, le pré-apport en capital et le pré-apport en capital spécificité transition écologique. Les montants sont de 3 000 € pour le PAC, le pré-apport en capital, et pour le PAC TE, transition écologique, on va jusqu'à 5 000 €. Comme son nom l'indique, c'est essentiellement pour financer des dépenses d'investissement qui vous permettront de remplir un meilleur cahier des charges écologiques, que ce soit dans le choix de vos fournisseurs, dans l'installation d'un mode de consommation d'électricité ou de fabrication d'électricité plus vert, un mode de déplacement plus vert, par exemple. Et ça, c'est spécifique à l'ADI. C'est sur, en fait, les fonds propres de l'association qu'on met à disposition. Là, c'était les prêts à taux zéro. Maintenant, on parle de primes et de subventions. Ça, c'est intéressant parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne rembourse pas, c'est un coup de main. Donc, primes et subventions. Il y en a au niveau régional. À la création d'entreprise,
généralement. Pour en citer quelques-uns, il y a les déclics. Alors, Aura, je dirais que c'est Auvergne-Rhône-Alpes, si je ne dis pas de bêtises. Il y a aussi le revenu écologique jeune, par exemple en Occitanie. Celui-là, je le détaille parce que je le maîtrise mieux. À titre d'exemple, les personnes qui créent en Occitanie une entreprise, peu importe le statut, qui inclut une dimension environnementale, que ce soit dans les canaux de distribution, que ce soit dans les modes de fabrication, dans la finalité de la finalisation du produit. Par exemple, une personne qui intègre une dimension écologique, qui a moins de 30 ans, peut se voir attribuer un complément de revenus, de ressources, pendant 6 mois par la région Occitanie. Pareil, c'est des dossiers qui sont montés par l'ADI et par les structures qui sont affiliées. Ça peut être aussi les communautés de communes. Ça peut être aussi les municipalités. Typiquement, il y a beaucoup de municipalités là où je suis qui prennent en charge une partie des dépenses pour les locaux de centre-ville, des dépenses pour la vitrine, l'enseigne. Parce que pour elle, c'est important que dans son cœur de ville, il y ait des magasins assez attractifs. Ça va participer au développement économique de la ville. Donc, il y a beaucoup de municipalités qui prennent en charge une partie des dépenses afférentes à la décoration et à l'établissement de l'enseigne. Chez vous, ça peut être différent. C'est aussi important, lorsque vous avez un projet, d'aller à la rencontre, s'il y en a un, du manager de commerce, de là où vous résidez. S'il n'y en a pas, de vous rapprocher des services de la communauté de communes ou de la mairie. Et aussi d'aller voir sur les sites internet qui sont affichés, mais vous les retrouvez assez facilement si jamais vous perdez le lien. Aide financière, création d'entreprise, Google, vous tombez sur le bon site. D'aller voir si là où vous êtes, ce que vous voulez financer, votre secteur d'activité, il n'y a pas des aides financières qui existent, et si oui, vers qui il faut se tourner. Parce qu'il y en a énormément, croyez-le-moi, on ne les connaît pas toutes, et parfois c'est vraiment pour des dépenses spécifiques. Attention, très souvent, ce ne sont pas des aides qui couvrent la totalité, ce sont très souvent des aides qui participent à hauteur de, par exemple, 40% du financement avec un plafond de 6 000 euros. Ça veut dire que dans tous les cas, l'aide ne pourra couvrir que 40%, non pas de la dépense, mais des 6 000 euros dans le cas où la dépense serait supérieure. Le reste étant à votre charge ou à charge de l'établissement financier avec lequel vous allez travailler. Mais pour baisser le coût de votre projet, ça peut être une idée de se renseigner sur tout ça. Ça, c'est chose d'activité pour la relance. Voilà, il y a différents plans. Je termine juste sur l'ADI. On passe oui, t'inquiète. Oui. Ça te va? Oui. À l'ADI, actuellement, il y a une prime donc, qui s'appelle la prime PITI. La prime, donc c'est lié au programme d'insertion par le travail indépendant. C'est une prime pour les jeunes entrepreneurs. Ça fait déjà 3 années qu'elle est reconduite. Donc, une enveloppe nous est attribuée après négociation avec le ministère du Travail et gouvernement pour pouvoir délivrer une aide forfaitaire pour les entrepreneurs de moins de 30 ans qui créent leur entreprise pour la première fois et qui sont soit au RSA, soit inscrits à France Travail, habitent en zone rurale ou dans les quartiers, ont un diplôme de niveau CAP. Voilà, il y a plein de critères. Et une personne que vous allez rencontrer, un conseiller à l'ADI, pourra directement vous dire si vous êtes éligible ou non. Et c'est une aide, donc c'était un montant en fait forfaitaire, 1 000 euros, qui viennent en déduction de votre plan de ce financement et qui ne seront pas remboursés. Et en fonction de là où vous êtes, il y a des primes régionales. Nous, en Occitanie, si jamais il n'y en a plus, on a tout écoulé. On espère qu'il y en aura à nouveau, mais il y a sûrement d'autres territoires en France où l'ADI a des primes en complément régional. C'est des primes sur les fonds de l'association, c'est des primes grâce à nos partenaires, c'est aussi des primes par les ministères. J'ai terminé sur les primes, voilà, c'est bon. Non, on a des questions de Marc. Donc, si le projet n'est pas innovant, territorial, etc., est-ce que cela veut dire que le prêt à taux zéro sera faible, voire inexistant? Genre, par exemple, si on crée une entreprise individuelle dans l'électricité. Alors, tout dépend. Quel prêt à taux zéro, parce qu'il y en a plein, vous allez demander et quelle structure va vous accompagner. Si je prends l'exemple de l'ADI, le prêt à taux zéro proposé par la BPI, que l'on propose à nos entrepreneurs, ou le prêt d'honneur que fait l'ADI sur ses fonds propres, n'ont pas forcément les mêmes critères d'éligibilité. On va regarder si auprès de la BPI, vous pouvez l'avoir. Si ce n'est pas possible, avec nous, ce sera possible.
Alors là, on a un tollé général sur le fait qu'advient-il des personnes qui ont plus de 50 ans ou qui sont retraitées ou qui sont à la enfin voilà. Donc est-ce qu'il y a des primes aussi, pour les plus anciens et pas forcément que pour les 18-30 ans? Alors, c'est malheureux, mais pour les anciens, non, il n'y a pas de prime. Tout simplement parce que ces primes-là, qui sont plutôt jeunes, et tous les programmes qui sont associés découlent d'une volonté du programme de Monsieur Macron, notre président, dans le cadre en fait du plan Un jeune, une solution. C'est plein de plans dans des programmes, mais en fait, c'est très orienté sur les jeunes, sur l'insertion des jeunes, et en fait, ça découle de Un jeune, une solution. Donc, à l'heure actuelle, pour les plus de 50 ans, non, il n'y a pas de prime. Par contre, à l'ADI, on finance les personnes qui sont à la retraite ou qui ont passé peut-être un certain âge par rapport à ce que peut penser une banque. Mais malheureusement, pour les primes, il n'y en a pas. Par contre, pour les prêts d'honneur, il n'y a pas de condition sur l'âge. Un jeune peut l'avoir, un moins jeune peut l'avoir aussi. Merci beaucoup, Thaïs. Bah, écoute, on peut continuer, on est à jour. Ça marche. Si on a une question. Est-ce qu'il y a des aides pour les femmes entrepreneurs? Pour les femmes, en fait? Oui, pour les femmes, c'est un peu comme les jeunes, c'est un public qui a été vachement ciblé par les aides. Donc oui, il y en a. Donner exactement dans le détail, je ne pourrais pas malheureusement, mais oui, il y en a. Tout à l'heure, je parlais par exemple de France Active, le réseau qui fait de la garantie bancaire, qui est tourné vers l'économie sociale et solidaire, mais qui est aussi tourné vers le public femme. Donc, est-ce qu'il y a des primes, des aides? Là, je dirais que tout dépend de là où vous habitez. Par contre, au niveau des prêts à taux zéro et des facilitations de garantie bancaire, étant une femme, oui, vous aurez un peu plus de facilité à remplir les critères d'éligibilité, si vous n'avez pas d'autres critères qui fonctionnent. Ah, je regardais sur internet, prêts d'honneur, réseau entreprendre. Les prêts varient et c'est des prêts qui peuvent être accordés justement aux femmes entrepreneurs. Je vais vous mettre, je vous pousse le lien dans le chat. Hop. Voilà. Ça peut peut-être aider un peu. Tout à fait. Hop, alors, je peux te laisser continuer. Donc là, on a parlé, je continue mon entonnoir, hein, finalement, on a parlé assez cas général. Là, on va détailler et je vais pouvoir répondre à toutes vos questions sur le microcrédit avec l'ADI. Le microcrédit avec l'ADI, comment c'est possible et sous quelles conditions? Avec l'ADI, nous, on a beaucoup parlé d'apport. Vous avez de l'apport, c'est très bien. Vous n'en avez pas, ce n'est pas une condition pour avoir un microcrédit avec l'ADI. On ne prendra pas de garantie sur le matériel financé non plus. Tout ça, c'est des pratiques qui sont assez communes au niveau des banques. On finance tout type de statut juridique, tout type de secteur d'activité et tout type de besoins, notamment ceux de trésorerie. On a aussi la possibilité de financer les personnes qui sont fichées à la Banque de France. Fichés pour les chèques, fichés pour les crédits, ou qui sont passés en commission de surendettement et qui donc, auprès d'un organisme financier, c'est pas du tout possible. C'est possible pour nous sous réserve de l'acceptation par la suite de la Banque de France, avec qui on travaille. L'ADI propose quoi? Propose un microcrédit professionnel, c'est son nom, mais c'est bien sûr la tête du dirigeant, je le reprécise, un prêt responsable et solidaire qui peut aller jusqu'à 12 000 €. 12 000 €, c'est le maximum, à l'heure actuelle, que l'on peut faire. C'est un maximum qui nous est imposé, on ne peut pas aller au-delà. On peut intervenir au démarrage ou au développement de l'activité. Tout simplement parce qu'on mise sur une progressivité du prêt qui sera adaptée à votre projet et en adéquation avec votre budget personnel, particulièrement au lancement. On peut avoir un prêt avec l'ADI. On peut obtenir par la suite, sous condition de bon remboursement et de développement de son activité, un second prêt avec l'ADI s'il y en a besoin. Si, grâce à votre activité, vous pouvez redevenir bancarisable, hop, vous repassez dans une banque. Si jamais ce n'est pas possible, vous pouvez revenir vers l'ADI. Ce n'est pas forcément possible qu'une seule fois où on se dit il faut que j'emprunte le maximum parce que si je ne le fais pas maintenant, après, je n'aurai plus le droit. Je vous rassure, c'est possible de commencer en fonction de votre situation et d'aller progressivement jusqu'aux 12 000. Et on le fait d'ailleurs plutôt progressivement. C'est rare qu'une personne puisse avoir 12 000 au démarrage de son activité. On a un taux fixe, on y vient. Je sais que certains l'attendaient. On a un taux fixe qui est de 9,87
à l'heure actuelle, avec possibilité donc de le coupler avec un prêt d'apport en capital, un prêt à taux zéro. 9,87, comment s'explique ce taux? Il faut que je vous parle du modèle économique de l'ADI. L'ADI est une association, donc nous avons une part de subventions privées et publiques qui nous permettent de fonctionner, mais qui ne couvrent pas la totalité des dépenses de l'ADI. Donc on a besoin d'avoir une rentrée d'argent pour financer les frais de fonctionnement tout simplement de l'association et financer tous les projets annexes de plaidoyer, etc., et faire surtout qu'on puisse rassurer les banques. Puisque l'ADI, le microcrédit que l'on prête aux entrepreneurs, nous l'empruntons aux banques. Et donc, pour emprunter, toutes les conditions qu'on a vues tout à l'heure, elles s'appliquent aussi à l'ADI. La particularité, c'est qu'en plus, nous finançons un public qui n'a pas accès aux banques. Donc, qui n'ont pas accès puisque leur profil a été jugé trop risqué par les banques. Donc, l'ADI doit convaincre les banques que même si le profil est risqué, nous avons suffisamment confiance et nous allons faire en sorte que ça se passe bien et que dans tous les cas, on va les rembourser. Donc, autant vous dire qu'on a un taux d'intérêt à payer aux banques qui est qui est assez conséquent quand même, qui varie entre 3 et 4%. Ça, c'est le coût d'emprunt qu'a l'ADI. Voilà. Le coût d'emprunt. On doit aussi garantir les prêts qui rajoutent 1%. On arrive à quasiment 5%. Et le restant, donc les 4,87%, nous permettent de financer les frais de fonctionnement de l'association et nous permettent aussi de financer tout l'accompagnement. On a beaucoup axé sur le financement aujourd'hui parce que c'est le but de cette visio. L'accompagnement avec l'ADI dure pendant plusieurs années, en fait, vous suit sur toute la durée de votre prêt, est un accompagnement divers et variés qui passe par du collectif, par de l'individuel, en physio, en distanciel et sur toutes les thématiques que vous allez rencontrer dans votre casquette de chef d'entrepreneur. Et cet accompagnement-là, une fois qu'un entrepreneur est financé par l'ADI, il y a accès en illimité et ce gratuitement sur toute la vie restante de son prêt. Donc en fait, le coût du crédit vient financer tout cet accompagnement-là que l'on met à disposition. Et le taux est fixe. Pourquoi ? Puisqu'en fait, on va avoir à l'ADI différents profils qui, pour une banque, seraient plus ou moins risqués. Le taux, en fait, est une moyenne, finalement, entre tous les profils. À l'ADI, on a des profils qui sont plus risqués que d'autres, mais pour autant, tout le monde va avoir le même taux. Je mets un petit disclaimer sur le taux, parce qu'en fait, 9,87 comme ça, moi aussi, quand je suis arrivée, j'ai eu besoin de comprendre, et c'est pour ça que je peux vous le détailler aujourd'hui, que j'ai bien compris. Ça peut pas être assez important. Mais en fait, on le voit dans l'exemple, ce qui est important, 3 choses, effectivement, c'est le taux, mais c'est aussi le montant que vous empruntez et la durée de remboursement. Ici, vous voyez avec l'exemple, quelqu'un a demandé 3 000 € qu'il rembourse sur 2 ans, au taux d'intérêt de 9,87. Le coût de son crédit, à 9,87%, ça lui aura coûté 308,09 € en remboursant sur 2 ans. Il faut savoir qu'un prêt immobilier à l'heure actuelle, c'est à peu près 3,5%. C'est beaucoup moins. On se dit, bon, 3% de 50 000, voilà, ça fait tant. C'est pas comme ça que sont calculés les intérêts, puisque les intérêts sont calculés annuellement. Donc, ce qui va faire varier le coût de votre crédit, c'est le montant que vous empruntez, la durée de remboursement et le taux. Ici, on a des durées de remboursement qui ne pourront pas excéder 4 ans. Donc, qui sont considérés comme des prêts qui se remboursent assez vite. Et on a donc des plafonds de financement jusqu'à 12 000 €. Donc, finalement, le taux peut paraître assez important, mais sachez qu'il couvre les frais de fonctionnement de l'association et surtout tout le catalogue d'accompagnement qu'on a à vous offrir. Et finalement, quand on le rapporte au coût total du crédit, c'est une somme, mais c'est une somme qui peut être réévaluée à la baisse grâce au complément en prêt-apport en capital, en prêt à taux zéro, ce qui permet du coup, si vous faites une moyenne, de pouvoir baisser finalement le coût d'emprunt et le taux d'intérêt, puisqu'une partie à 9,87, une partie à 0%, et parfois qui est même intégralement financée lorsque vous avez le droit à une prime, qui peut être financée, en fait, le coût de votre crédit par la prime, voire même, parfois, ça nous arrive d'avoir des jeunes qui, une fois le coût total du crédit diminué, se retrouvent quand même avec une plus-value grâce à la prime, et ça, c'est super. Principale condition, une personne physique
donc pas morale, je le précise bien, pas une entreprise, une personne physique de votre entourage est prête à se porter caution pour vous à hauteur de 50% du prêt. Ça, comme j'ai dit tout à l'heure, nous permet de nous rassurer, de savoir que vous n'êtes pas seul et que l'association pourra, en cas de difficulté de votre part, trouver une solution dans votre entourage, puisqu'on est une association. Et si tout le monde ne rembourse pas bien, forcément qu'au niveau des banques, après, ça va être compliqué pour nous d'emprunter et la machine, elle s'enraye. Donc, c'est aussi important pour nous financièrement, on ne va pas se le cacher. Il y a une possibilité qui existe, même si on favorise beaucoup plus la garantie physique, c'est de faire ce qu'on appelle un dépôt de garantie, c'est-à-dire que vous allez placer 25% de la somme que vous souhaitez emprunter sur un compte à terme. C'est un compte qui est bloqué, que vous ne pouvez pas toucher, l'ADI non plus, donc le prêt se rembourse bien, et qui en fait nous sert de garantie pour remplacer la garantie physique. Attention, c'est une somme 25% que vous devez placer en cas d'acceptation de votre dossier de vos fonds propres. Ce n'est pas une somme qui est déduite de votre demande de financement. On ne peut pas se dire je prends 10, comme ça j'aurai 7 500 et je place 2005 sur le dépôt de garantie. Après, très honnêtement, on cherche plutôt à avoir des garants physiques. Attention, un garant, ça peut être une personne qui est en CDI, mais pas automatiquement. On ne demandera pas, on n'a pas d'exigence quant à un minimum de revenus. Ce qu'on va regarder, c'est que la mensualité et votre projet soient en corrélation avec ses ressources. Le but, ce ne sera pas de mettre votre garant en difficulté en cas de coup dur. C'est vraiment s'assurer que cette personne elle puisse vous venir en aide en cas de pépin. Alors, on a une question de Bruno. Bruno, il a 62 ans, il est à la retraite, il est fiché au FICP et il a un handicap. Dans le cadre d'une création d'entreprise VTC, est-ce qu'il y a des possibilités d'aide ou de financement? Tout à fait. C'est Bruno, hein, c'est ça? Oui. Oui. Alors, tout à fait, Bruno. Si en plus vous avez une RQTH, il sera intéressant de vous rapprocher de la boutique de gestion, puisque vous avez la possibilité d'obtenir une aide à la création d'entreprise, une aide de la GFIP, mais vous devez passer par notamment la BGE pour monter un dossier. Ils pourront vous aider à construire le projet de VTC et monter le plan de financement. L'aide à GFIP, si je ne me trompe pas, au 1er août, elle a changé, elle est d'un montant de 3 000 €, donc c'est une aide financière. Le complément pour votre activité de VTC peut être apporté par un organisme, que ce soit l'ADI ou autre. À l'ADI, on a un partenariat avec la plateforme Uber, donc on a des modalités très spécifiques pour les chauffeurs VTC, avec des prêts d'honneur très particuliers, progressifs en fonction de votre statut, etc. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'un conseiller de votre localité pour en discuter avec lui. Mais aussi, faites le tour avec la BGE parce que vous pouvez avoir le droit à une aide financière pour votre création d'entreprise. Et vous y matriculez pas tant que vous n'avez pas eu un accord. Attention. Alors, on a une autre question aussi. Est-ce que les mensualités de remboursement commencent dès le mois suivant l'accord du crédit? Alors, généralement, c'est pas généralement, c'est obligatoirement, il y a 30 jours de différé entre le moment où vous recevez les fonds et le moment où vous commencez votre remboursement. En fonction de la date de prélèvement que vous avez choisi, le différé peut être un peu plus important, voilà, 40, 50 jours. Il y a aussi possibilité d'office de l'intégrer dans le plan de financement et de mettre un différé jusqu'à 3 mois pour le microcrédit. Pour les prêts d'honneur, généralement, il y a un différé minimum de 12 mois. Mais dans tous les cas, tout ça, c'est des choses qui sont vues en rendez-vous en fonction justement de votre seuil de rentabilité, de quand est-ce que vous allez l'atteindre, de votre plan de trésorerie. On peut anticiper et se dire, il vaut mieux déclencher le remboursement du microcrédit à partir du 1er, du 2e ou du 3e mois et du prêt d'honneur à partir du 12e, 13e, etc. mois. Tout ça, c'est des choses qui sont vues ensemble lors d'un rendez-vous avec votre conseiller. On fait plusieurs simulations, on en discute ensemble, on essaye de se mettre d'accord. Nous, on est là pour vous conseiller au mieux pour essayer de favoriser votre dossier en acceptation au comité. On est là pour vous conseiller. Après, c'est vous, et vous expliquer aussi toutes les différentes notions. Après, c'est vous qui nous direz ce que vous souhaitez faire. Alors, on a aussi des questions sur le nombre de mensualités. C'est ce que j'ai expliqué
sur un autre commentaire, en fait, ça va dépendre de ce qui vous reste à vivre. En fait, on va regarder avec vous, en fait, quels sont vos frais par mois, combien vous gagnez et ensuite ça va permettre de calculer la mensualité que vous allez payer sur combien de temps. Le but, c'est pas de vous mettre en difficulté, c'est pas de vous faire des mensualités à 500 €, certes remboursées en 6 mois, mais vous ne pouvez pas forcément rembourser 500 € par mois. Ça va vraiment dépendre de votre situation. Tout à fait. Et pour rajouter sur ça, on a tendance à essayer voilà, de trouver ensemble la mensualité la plus équilibrée, mais sachez qu'il y a la possibilité avec l'ADI de rembourser tout ou partie de vos prêts en anticipé à n'importe quel moment et sans frais. Ah bah, on avait la question justement. C'était Voilà, là. ça c'est important. Donc, même si on ne part pas sur les 500 parce qu'on se dit que peut-être ce serait un peu juste, on peut totalement se dire qu'on démarre sur 140, si je prends l'exemple, mais que si le mois d'après, en fait, l'activité, elle décolle du feu de Dieu, il n'y a pas de souci. Par virement, par carte, vous vous dites je veux le solder plus vite, il n'y a aucun souci. Et c'est sans frais, je précise bien. Alors, bah, écoute, on peut continuer. Parfait. Pour terminer sur cette slide, donc vous voyez voilà, les mensualités que ça donne, pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça donne d'emprunter cette somme-là. À l'ADI, comment on fonctionne? Sur le site internet de l'ADI, vous pouvez prendre rendez-vous avec un conseiller proche de chez vous. Vous pouvez assister aussi aux ateliers. Vous verrez, il y a plein de choses sur le site de l'ADI. Il y a des outils que je vais vous présenter juste après notamment. Un rendez-vous, fonctionne sur rendez-vous, qui dure 1 heure à 1h30. On discute ensemble de votre projet, de votre besoin financier, de votre situation financière. On fait la paperasse, on fait tout ça. On est là pour discuter. Et en fait, le conseiller a besoin de vraiment comprendre votre parcours, qui vous êtes et pourquoi ce projet, qu'est-ce qui vous anime et comment vous le concevez ce projet. Derrière, nous, ça nous permet de bien préparer votre dossier, d'anticiper toutes les questions qu'on pourrait nous poser en commission. On n'est pas là pour valider votre dossier. Nous, on est là pour vous conseiller au mieux et présenter votre dossier sous le plus bel angle auprès de la commission. Et cette commission, elle est interne à l'association. Il y en a très régulièrement, au minimum 1 par semaine. Et cette commission va nous dire oui ou non. Et si elle nous dit non, elle va nous donner les motifs du refus. Et nous, derrière, en tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Je rappelle la personne pour discuter avec elle des motifs de refus. Et si on peut essayer de les lever, on essaye ensemble de travailler là-dessus. Pour vous donner un dernier détail sur la procédure, on est sur 2 à 3 semaines de délai de traitement de votre dossier à partir du jour du rendez-vous. Plus vous êtes réactif de votre côté pour nous fournir les informations nécessaires à l'étude, plus on le sera. Mais voilà, on est sur 2 à 3 semaines si je dois faire une moyenne, dans le cas où votre dossier est accepté pour que vous receviez les fonds sur le compte. Donc on peut, et c'est une force à l'ADI, on peut agir sur les cas d'urgence, notamment de trésorerie. Pourquoi ça ne marche plus? Ah, voilà. Très rapidement, tout à l'heure, je parlais accompagnement de l'ADI. Sachez qu'à l'ADI, on a de nombreux partenaires privés, des entreprises, qui jouent le jeu et qui nous mettent à disposition, nous, ce qu'on appelle des bons plans. Donc, il y a un catalogue qui existe. Vous pouvez scanner le QR code pour aller voir ça, ou lors du replay, vous pourrez le scanner peut-être plus facilement. Mais c'est aussi accessible sur le site de l'ADI. Des bons plans au niveau de votre comptabilité pour pouvoir louer un véhicule, acheter du matériel, faire floquer sa vitrine. En fait, toutes les dépenses qu'un entrepreneur va sûrement rencontrer lorsqu'il démarre son activité ou qu'il se développe. Tout à l'heure, on a parlé des comptes pro. On a notamment un partenariat avec Conto et avec Shine, où il y a des mois d'engagement d'offert, il y a des packs spéciaux qui peuvent être négociés. Donc, quand on a un entrepreneur en face de nous, généralement, on lui conseille d'aller faire le tour sur le catalogue et s'il y a des offres qui les intéressent, il nous en fait part, on lui dit comment il faut faire et puis comme ça permet d'économiser quelques euros. Alors, je fais juste un aparté parce qu'il y a une personne qui n'arrive pas à lire les commentaires et comme en fait, je lui avais mis la réponse en commentaire. Alors, Ok. pour les associations, oui, on va financer les associations, mais il y a plusieurs en fait, critères à respecter. Déjà, il faut qu'il y ait une activité économique dans l'asso et surtout, qu'elle permette la création d'un emploi. D'accord? Et surtout, Localement. une caution, elle doit être extérieure à l'association. Et localement. Et locale, d'accord. Ça, Voilà, parce que j'ai eu le cas d'une association domiciliée en France, mais qui a pour vocation d'aider dans d'autres pays. Dans ces cas-là, ça ne fonctionne pas. D'accord, ok. C'est bon à savoir. Donc, les bons plans de l'ADI sur le site de l'ADI. Deuxième chose, très, très, très intéressante, surtout si vous n'êtes pas accompagné, évaluer ses besoins de financement. Construire en fait son business plan pour vous, pour le financeur, pour le présenter aux fournisseurs, pour vos clients, pour convaincre, pour être plus à l'aise sur votre projet. On a un outil qui s'appelle « Je construis mon projet en ligne », disponible sur le site de l'ADI gratuitement.
Dessus, quatre grandes rubriques. Mon idée, je la mets à plat, je la pose, je la reformule, tout ça. Mon idée, l'étude de marché. Donc, je vends vers qui? Je vends comment? C'est qui mes potentiels fournisseurs? Est-ce que j'ai des concurrents? Je vais vendre où? Voilà, toutes ces petites questions, je pose, je mets à plat. Le prévisionnel. Des rubriques qui sont faciles à construire, qui viennent vous chercher en fait sur peut-être des investissements auxquels vous n'auriez pas pensé, tout ça. En un quart d'heure, vous avez un prévisionnel. Attention, prévisionnel adapté uniquement au statut de la micro. Je précise, pour les sociétés, au niveau des cotisations, tout ça, ce ne sera pas bon. Mais au niveau de la micro, ça fonctionne très très bien. Quatrième rubrique, le choix du statut juridique, pour vous aider en fait à bien faire la distinction entre tous les statuts et toutes les spécificités et trouver celui qui sera le plus adapté. Ces 4 rubriques, à chaque fois, vous avez des fiches pratiques informatives sur votre secteur d'activité, sur la création d'entreprise de manière générale. Vous avez des mises en action pour avoir un petit peu une trame de ce que vous pourriez mettre en place pour construire votre business plan. Et vous avez des questionnaires, vous avez des quiz pour essayer de réfléchir autour de vous et essayer de formuler au mieux votre idée et in fine d'avoir en fait tous les éléments pour votre business plan. Une fois que vous l'avez complété en entier, c'est pas obligatoire, vous pouvez sauvegarder, revenir dessus, pas le terminer, juste certaines briques, faites ce que vous voulez. Une fois que vous l'avez terminé, en tout cas, vous avez un document de 18 pages qui est charté, bien mis en forme, tout est bien mis, il le fait pour vous le logiciel, c'est ça qui est génial, que vous pouvez ensuite imprimer et garder soigneusement avec vous pour aller voir les financeurs, mais aussi tous les acteurs, les futurs acteurs de votre entreprise. Donc, pour résumer, 12h35, vous m'excuserez, je suis bavarde. J'ai débordé 6 minutes de plus, 12h36. Mais pour faire simple, si vous avez besoin donc d'un financement, d'un accompagnement, d'une assurance pro, j'en ai pas parlé, mais on est mandataire et on fait de très bonnes assurances pro qualitatives. N'hésitez pas à prendre rendez-vous par téléphone en contactant donc le numéro de la plateforme qui s'affiche. N'hésitez pas sinon à prendre rendez-vous directement sur le site de l'ADI. N'hésitez pas à contacter aussi les autres institutions qui existent sur votre département, les chambres consulaires, la CCI, la CMA, la BGE, enfin tout l'URSSAF, tous les acteurs que vous allez rencontrer plus tard. Essayez de vous faire accompagner, vous verrez, ça vaut le coup. Et si vous avez besoin de l'ADI, n'hésitez pas, on sera là pour répondre à votre besoin. Merci beaucoup Thaïs, c'était hyper complet et même moi, je me forme à chaque fois que je suis en co-animation. Je vais vous envoyer un email récapitulatif, d'accord, avec les liens, avec les informations sur l'ADI. Vous aurez aussi le lien du replay, d'accord. Donc voilà, vous aurez toutes les informations. On n'a pas pu répondre à toutes les questions. Il y a des questions qui sont très très personnelles. On ne peut pas faire du cas par cas, malheureusement. Voilà, donc là, on a un peu dépassé, on ne pourra pas trop faire un temps de questions-réponses. Donc voilà, si vous avez envie de faire des captures d'écran, prendre des notes, etc., on vous invite à regarder le replay. Voilà. En tout cas, on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Encore merci, Thaïs. Avec plaisir, bonne journée à tous et puis bonne rentrée pour les parents s'il y en a parmi nous. Retour, ça. Bonne journée.